Une nuit. Un avion. 2 milliards de dollars d'ingénierie contre l'ensemble d'un réseau de défense nationale. Le réseau regardait. L'avion était là. Et personne n'a rien vu. Pas parce que les opérateurs dormaient. Pas parce que les systèmes étaient en panne. Mais parce que l'appareil avait été conçu, au centime près, pour être invisible, face aux capteurs exactement positionnés, à exactement cette altitude, dans exactement cette zone géographique. C'est ça qui rend cette nuit différente de tous les autres. Le B-2 Spirit vole au-dessus de 50 000 pieds. 11 heures d'autonomie déjà. 2 ravitaillements au-dessus de la mer d'Arabie. Il pénètre en espace aérien iranien par un corridor calculé au millimètre entre 2 zones de couverture radar S-60 qui se chevauchent. Le corridor n'existe pas sur une carte officielle. Il existe dans les données, dans les angles morts, dans les marges statistiques que 2 systèmes ennemis créent l'un contre l'autre sans le savoir. La géométrie aérodynamique de l'appareil, elle est volante sans fuselage saillant, renvoie une signature radar équivalente à celle d'un grand oiseau. Sa gestion thermique de surface supprime les émissions infrarouges jusqu'au seuil limite de détectabilité des capteurs disponibles. L'équipage de 2 personnes a échangé moins de 200 mots depuis le passage en territoire. La route a été conçue autour d'une carte de couverture iranienne, avec un seul objectif, exister dans les coutures. Dans les zones grises entre ce que les radars peuvent voir de manière fiable. Le mot important, c'est fiable à 0 de 207, un opérateur se disparove quelque chose dans le bruit. Pas un contact. Pas une piste. Pas une cible identifiable. Une périodicité. Un rythme enterré dans le fouillis de fond que la physique atmosphérique et la géographie du terrain ne peuvent pas expliquer à eux seuls. Le genre d'anomalie qu'un profil de vol furtif, parfaitement exécuté, peut encore produire dans des conditions atmosphériques spécifiques. Pas une détection, l'ombre d'une détection. L'opérateur signale, le superviseur escalade. Et le réseau de défense aérienne iranien, fonctionnant exactement comme sa doctrine le prévoit, lance 2 MiG-29 depuis la base aérienne de Shahid Babaï à 0,29 pour chasser un fantôme qui était, lui, bien réel. Cette décision, correcte selon tous les critères fournis par la doctrine iranienne, était le premier pas dans un piège conçu précisément autour d'elle. La géométrie d'interception disponible pour les MiG était mince. Un gisement, une tranche d'altitude, aucune piste confirmée, aucun verrouillage radar, aucune donnée de qualité arme, d'aucune sorte. La doctrine iranienne face à ce type d'informations dégradées s'appuyait sur 2 capteurs, la capacité rapprochée du radar N-29, N-019, et le système de recherche et de poursuite infrarouge embarqué sur le MiG-29. 2 systèmes qui, à courte distance, peuvent trouver ce que la surveillance longue portée rate. Le IRST, en particulier, lit la chaleur, pas la réflexion radar. Chaleur. La chaleur. Et la chaleur est une réalité thermodynamique qu'aucune ingénierie furtive n'efface entièrement. Un B-2, en régime de croisière, produit un différentiel thermique qui devient détectable à moins de 15 miles nautiques dans des conditions favorables. La doctrine d'interception iranienne contre les menaces furtives était construite sur ce fait physique unique. Comprimer la géométrie, se rapprocher suffisamment. Et la physique vous donne ce que l'électronique ne peut pas. La doctrine était solide. La physique était réelle. Le problème, c'est que cette doctrine avait été lue, analysée et simulée par les planificateurs adverses pendant 3 ans. Et toute l'architecture du package avait été bâtie spécifiquement pour empêcher la géométrie de jamais se comprimer assez longtemps pour que la physique s'applique. Ce que les commandants iraniens ne savaient pas, ce que leur tableau opérationnel n'avait aucun mécanisme pour représenter, c'est que le B-2 n'était pas seul. Il ne l'avait jamais été. À 40 000 au sud-ouest, un F-22 Raptor tenait silencieusement un circuit ovale depuis 90 minutes. Chaque émetteur actif éteint. Son radar, AP-117 opérant en mode réception pure. En mode passif, ce radar est un instrument de renseignement électromagnétique d'une précision extraordinaire. Il catalogue chaque émission dans l'espace de bataille, avec une précision qui s'accumule dans le temps, en une image complète, en temps réel, de l'architecture électromagnétique ennemie. Fréquence de liaison montante. Intervalle de répétition d'impulsion. Cadence de liaison de données. Fréquence des contrôleurs au sol. Au moment où les MiG-29 achèvent leur séquence de mise en chauffe sur piste, le F-22, d'une image plus complète de l'état opérationnel courant du réseau de défense aérienne iranien que les commandants du réseau eux-mêmes. Il sait quel radar couvre quel secteur.
Il connaît les fréquences utilisées par les contrôleurs au sol pour autoriser l'interception. Il sait, par les seules signatures d'émission, exactement ce que font les MiG et où ils vont. Les Iraniens entraient dans une pièce dont tous les interrupteurs avaient déjà été cartographiés plus loin en arrière, près de la frontière irakienne. Gérer l'environnement électromagnétique depuis 40 minutes avant le décollage. Ce qu'on appelle dans la doctrine de guerre électronique le brouillage doux. Une dégradation précisément calibrée de la cohérence radar, qui produit de l'incertitude chez les opérateurs plutôt qu'une interférence évidente. La distinction est tactiquement décisive. Un brouillage dur s'annonce lui-même. Les opérateurs voient le bruit, reconnaissent l'interférence délibérée, remontent l'information dans la chaîne, et le réseau s'adapte. Un brouillage doux laisse les opérateurs se demander si leur équipement nécessite un étalonnage. Il dégrade l'image sans déclencher l'alarme, qui amènerait le réseau à changer de comportement. Pendant 40 minutes, le growler avait maintenu les opérateurs radars iraniens dans un état d'incertitude géré, floutant leur image juste assez pour rendre le corridor de transit du B2 légèrement moins cohérent dans les données. Sans jamais pousser aucun opérateur au point de déposer un rapport de brouillage qui aurait modifié la posture du réseau. C'était la patience comme système d'armes. Le growler ne dégradait pas la capacité iranienne. Il façonnait la perception iranienne. Il maintenait le réseau exactement dans l'état comportemental que la mission requérait. Il préservait l'option d'escalader vers un brouillage pleine puissance pour le moment où cela compterait le plus. Ce moment avait un déclencheur précis. L'activation du radar N019. La raison pour laquelle le déclencheur était conçu autour de cet événement spécifique révèle la couche la plus profonde de l'architecture du package. Le N019, quand il émet, produit une signature hautement caractérisable qu'un récepteur passif, comme le radar du F-22, peut utiliser pour générer une solution de ciblage précise sur l'appareil émetteur. La doctrine iranienne exigeait que les MiG passent en actif à courte portée pour trouver le B2. Le package de mission avait été conçu de sorte que le moment où la doctrine iranienne contraignait cette action, l'action elle-même transmettait au F-22 tout ce dont il avait besoin pour engager les deux intercepteurs. Les MiG étaient manœuvrés vers un choix entre trouver le B2 et survivre à la tentative. La doctrine iranienne, suivie correctement, ferait ce choix à leur place, à 02h40 secondes, à 32 000 de la position estimée du B2. Le MiG de tête passe en actif. La première impulsion du N019 se propage vers l'extérieur à la vitesse de la lumière et atteint le récepteur du F-22 en une fraction de milliseconde. L'ordinateur de cible résout en moins d'une demi-seconde. Distance tertiaire pour miles nautiques. Gisement, en 12 degrés. Taux de rapprochement combiné. 147 nœuds. Contact. Les deux dans l'enveloppe d'engagement de la IR-21D. Une solution de qualité arme, propre et complète, générée entièrement à partir de l'énergie que le MiG venait d'émettre. Le F-22 ne s'était pas révélé. Il n'avait pas transmis un seul électron. Il avait simplement écouté. Et l'acte d'écouter avait produit une solution de destruction parfaite sur les deux chasseurs iraniens, avant que le radar de l'un ou l'autre des pilotes n'achève son premier balayage. Ils étaient déjà morts, dans les mathématiques. Ils ne ressentaient rien, simultanément, pas séquentiellement, pas après évaluation, mais dans le même instant coordonné. Le growler franchit le seuil du brouillage doux vers le brouillage dur. Les pods AL-99 projetèrent une énergie focalisée à haute puissance sur chaque fréquence sur laquelle le réseau iranien opérait. Le deuxième balayage du N019. Celui qui aurait commencé à construire un retour cohérent sur le B2, et, potentiellement remonter au pilote iranien, ce que sa doctrine lui promettait, ne s'achèva jamais. L'affichage dans le cockpit du MiG de tête passa d'une recherche structurée à un bruit blanc, indifférencié en moins d'une seconde. La fréquence du contrôleur au sol se dissout en statique. La liaison de données de l'ailier tombe entièrement, le coupant à la fois du guidage terrestre et de son chef de patrouille. Le réduisant à une opération autonome en espace aérien contesté, sans aucune image de situation. L'effondrement tactique n'est pas graduel, il est instantané et total. Ce qui rend cette séquence analytiquement significative n'est pas le brouillage lui-même. C'est l'architecture temporelle qui délivre. Le growler aurait pu brouiller dès le moment où les MiG ont décollé. Faire cela aurait été plus simple, et aurait empêché l'interception de se développer entièrement. Au lieu de cela, le package a maintenu le brouillage doux pendant 40 minutes,
Laisser l'interception se développer complètement. Laisser le pilote du MiG prendre la décision que sa doctrine lui imposait. Puis a détruit sa capacité au moment précis où cette décision créait une valeur maximale pour l'autre camp. Le séquençage a converti le jugement professionnel iranien en mécanisme de sa propre défaite. Sa formation lui disait qu'en passer en actif. Le passage en actif disait au F-22 où il se trouvait. Le growler garantissait qu'il n'achèverait jamais l'action que le passage en actif était censé permettre. Le piège requérait que la cible suive sa doctrine. Il avait été conçu pour un adversaire compétent. Le F-22 maintenait une solution de ciblage propre sur les deux MiG-29 pendant toute la durée qui suivit. Les paramètres d'engagement de l'AIM 120-20D étaient satisfaits. La géométrie était optimale. Par toute mesure tactique, le tir était disponible et la fenêtre était ouverte. Mais les règles d'engagement conditionnaient l'autorisation à un verrouillage de qualité arme iranien contre le B-2. Un verrouillage que le brouillage avait rendu impossible. Le seuil ne fut jamais franchi. Le F-22 ne tira pas. Cette retenue n'était pas de la passivité. C'était la décision la plus conséquente stratégiquement de tout l'engagement, et elle avait été prise avant que les appareils ne quittent le sol. Un MiG-29 détruit aurait résolu l'incertitude iranienne sur la composition du package, la géométrie d'engagement, les capacités de guerre électronique déployées et le seuil précis qui autorisait une réponse. Cela aurait remis aux analystes iraniens une image forensique de leur propre défaite. Le seul input qui leur aurait permis de commencer une correction systématique des lacunes que la mission avait exploitées. Les planificateurs avaient conclu que l'incertitude iranienne sur ce qui s'était passé valait plus stratégiquement que la confirmation tactique de destruction. L'incertitude et la charge utile étaient le vecteur à 0h48. Le B-2 atteint son point de largage. De bombes à pénétration massive se séparent des soutes internes et tombe vers un ensemble de coordonnées chargées dans l'ordinateur de mission 11 heures plus tôt, de l'autre côté de la planète. La cible avait été choisie parce que sa destruction accomplirait en quelques minutes ce que des années d'autres instruments de puissance avaient échoué à réaliser. La réussite complète ne serait pas confirmée avant plusieurs jours. La nature des installations profondément enterrées signifiait que l'évaluation des dommages requérait du temps, de la collecte aérienne et une analyse qu'aucun équipage ne peut effectuer depuis 50 000 pieds dans le noir. Le B-2 met le cap à l'ouest. Le F-22 replie son radar, passe en passif, reprend son circuit ovale comme si rien ne s'était produit. Le growler ramène son brouillage au niveau de base et catalogue les émissions de reconstitution du réseau iranien pour le package de renseignements post-mission. La façon dont un système se reconstitue après une perturbation catastrophique étant presque aussi précieuse analytiquement que la perturbation elle-même. Le dommage stratégique infligé à la pensée iranienne de défense aérienne allait plus loin que toute destruction physique et prendrait plus longtemps à réparer. Le réseau avait fonctionné correctement. L'opérateur qui avait détecté l'anomalie avait bien performé. La décision de scramble était justifiée. La géométrie d'interception était faisable. Les pilotes MiG avaient suivi leur doctrine sans erreur à chaque point de décision. Et le résultat était une défaite totale, instantanée, invisible. Une frappe exécutée à travers un espace aérien que de multiples couches de défense aérienne intégrées n'avaient pas pu protéger, par un package dont la composition et la capacité complète restaient inconnues. Les commandants iraniens, reconstruisant l'engagement à partir de journaux radars, se terminant en bruit, de rapports de pilotes décrivant un brouillage sans source localisable, et de preuves indirectes d'une frappe que leurs capteurs n'avaient pas tracée, faisaient face à un problème analytique sans solution propre. Chaque conclusion qu'ils tireraient serait construite sur des données incomplètes. Chaque allocation de ressources, chaque révision trinale, chaque décision d'acquisition dérivée de cette analyse reposerait sur une fondation d'ignorance délibérément gérée. Cette ignorance n'était pas un sous-produit de la mission. C'était un objectif pondéré également à côté de la frappe physique. Dans les documents de planification originaux, l'élément le plus dangereux dans le ciel cette nuit-là n'était pas l'appareil qui transportait les munitions. C'était la patience du système qui l'entourait. 90 minutes de collecte passive, 40 minutes de brouillage, d'où tenu en réserve. Une solution de ciblage parfaite, maintenue non tirée, pendant toute la durée de l'engagement, et la confiance stratégique qui rendait cette patience possible.
La confiance de laisser un adversaire exécuter sa meilleure option complètement, la regarder échouer sans intervention, et le laisser incertain sur exactement pourquoi. Lirait des mois, avec cette incertitude. Construisant des conclusions, à partir de preuves incomplètes. Allouant des ressources contre une image de menace délibérément corrompue par une décision prise, à 00h36, au-dessus des monts Zagros. La contribution la plus conséquente du F-22 à la mission n'était pas ce qu'il était prêt à faire. C'était ce qu'il a choisi de ne pas faire. Le ciel au-dessus des montagnes commençait à s'éclairer, quand les nuages ont commencé à se dissiper. À l'aube, il était dégagé. Le même bleu vide qu'il avait été chaque matin, depuis des années. N'offrant rien, ne révélant rien, ne donnant aucune indication que la nuit qui venait de passer avait été différente des autres. Tout était différent. L'écart entre ces deux faits, entre ce que le ciel montrait, et ce qui s'était réellement produit en son sein, était précisard que la mission avait été conçue pour créer, et pour maintenir ouvert aussi longtemps qu'opérationnellement possible. C'était, en fin de compte, la chose la plus importante que le package ait construite. Pas les cratères. Le silence autour.